Alors, en ce moment, nous travaillons sur le commerce international. Et alors, le domaine où les États ont probablement le plus œuvré en faveur du libre-échange, eh bien, c'est dans l'intégration régionale. Alors, diversité des formes d'intégration régionale. Donc, il existe différents niveaux, plus ou moins élaborés. On commence du moins élaboré, du plus light, si vous voulez, au plus complet. Le plus complet étant, aujourd'hui, le modèle de l'Union européenne. Alors, du moins intégré au plus intégré, ça donne quoi? D'abord, les accords de zone et les zones de libre-échange. Les accords de libre-échange entre deux pays, il n'y a pas de zone. Éventuellement, ce sont des pays qui ne sont pas voisins, donc il n'y a pas de zone. Le plus souvent, ce sont des pays qui partagent un territoire commun, global, qui se mettent ensemble pour se libérer des droits de douane et des entraves commerciales. Donc là, ça va former une zone de libre-échange. La zone de libre-échange, c'est simplement la chose suivante: supprimer les droits de douane sur les importations. Voilà ce qu'est une zone de libre-échange. La simple suppression des droits de douane sur les importations. Alors, l'étage supérieur de la fusée, ce sont les unions douanières. Les unions douanières, ce sont des zones de libre-échange, plus le TEC, c'est-à-dire le tarif extérieur commun. C'est-à-dire que les pays qui font partie de la zone se mettent d'accord pour dire, voilà, quand les produits étrangers arrivent à nos frontières, quelle que soit la frontière, la vôtre ou la nôtre, puisqu'on fait partie de la même zone, on va prélever les mêmes droits de douane sur les produits. Vous comprenez et imaginez en Europe, si on n'avait pas ce tarif extérieur commun, qu'on a eu d'ailleurs dès le traité de Rome, dès 1958, qu'est-ce qui se passerait? Les Français, ils mettraient des droits de douane très importants, par exemple sur les produits informatiques. D'accord? Les Allemands, non. Pour des raisons de dire, voilà, on a besoin d'une informatisation, il ne faut pas que les prix soient élevés, il faut plutôt inciter les industriels à exporter leurs produits chez nous. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a libre circulation des produits entre la France et l'Allemagne. Eh bien, tous les produits n'arriveraient plus dans les ports français, puisque là, ils seraient taxés de droits de douane. Ils arriveraient dans les ports allemands, puisque les Allemands auraient décidé de ne pas appliquer de droits de douane. Étant en Allemagne, ils passent la frontière vers la France, sans aucune taxe, puisqu'il y a liberté de circulation des produits et sans droit de douane au sein de l'Europe. Donc, vous voyez que nous, dans notre cas, il était obligatoire, effectivement, que l'on ait un tarif extérieur commun. En plus, c'est plus facile à négocier dans le cadre de l'OMC. On va négocier en commun parce qu'on a tous la même réglementation. Et donc, si on négocie à 27, une personne qui représente 27 pays a plus de pouvoir que 27 représentants de petits pays. D'accord? Donc c'est aussi un avantage important. Les marchés communs, troisième étage de la fusée. Alors, le marché commun, c'est l'union douanière, plus, quelque chose d'important, la libre circulation des facteurs de production. Essentiellement du capital. Donc c'est la liberté de circulation des capitaux, mais aussi des entreprises, forcément, d'un pays à l'autre. Alors ça, nous, ce sont des mesures qu'on a adoptées dans les années 80, dans le cadre de l'Union européenne, mais aussi chaque pays de l'Union. En France, c'est de l'ordre de 1985, et vous remarquerez que la libre circulation des facteurs de production, elle est totale pour ce qui concerne le capital, elle n'est pas encore totalement pour ce qui concerne les travailleurs, puisque certains pays de l'Union européenne voient leurs droits à l'installation dans les autres pays de la zone limités, plus pour très longtemps d'ailleurs. C'est le cas des pays de l'Europe centrale et orientale qui ont intégré l'Union européenne le plus récemment. Donc eux, pour l'instant, leurs populations ne peuvent pas encore s'établir totalement librement dans le pays de l'Union européenne de leur choix, ça va venir. Pour l'instant, c'est limité. Et puis, pour certaines professions, vous savez que les professions sont régies par des diplômes qui sont différents d'un pays à l'autre, et que donc, il y a des territoires professionnels où on ne peut, où un étranger
ne peut prétendre venir occuper les fonctions. Donc on n'a pas une liberté de circulation totale des hommes et du travail, alors que c'est achevé pour le capital. Ça a l'air plus compliqué pour les hommes. C'est ça que je voulais vous dire. Les unions économiques. Alors, les unions économiques, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est un peu là où on en est. Et en plus des autres dimensions, nous avons décidé de politique économique commune. Et la principale politique économique commune qu'on a mis en place, c'est l'union économique et monétaire, c'est-à-dire la monnaie unique. Donc nous, on en est là, on est à cet étage-là de la fusée, qui est, encore une fois, le stade le plus avancé de l'intégration de pays entre eux. C'est même sans équivalent dans le monde. Et on est en marche, ou on serait en marche, ou il serait souhaitable que l'on soit en marche. Vous utilisez la formulation que vous voulez. On va passer à l'intégration économique et politique. Donc la marche supplémentaire, c'est la marche suprême, c'est la marche politique, avec, à terme, le développement d'un modèle fédéral, très probablement, ou supranational, qui supposerait qu'il y ait un super gouvernement au-dessus des pays européens. Le plus probable, ce sera des compétences mises en commun entre les États, avec un vrai pouvoir aussi de décision au sein de chaque État. Ça dépendra du terrain de la décision. C'est le modèle supranational, c'est le modèle fédéral, c'est le modèle des États-Unis d'Amérique appliqué au continent européen. Probablement, et malgré un certain nombre de difficultés, c'est l'orientation que l'on va prendre, nous, Européens, dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies. C'est encore, à mon avis, c'est aussi encore quelque chose qui va être très très long à construire, parce que il y a des abandons de souveraineté extrêmement importants, et qu'on voit bien que ces abandons de souveraineté posent problème à nos gouvernants, évidemment, mais posent problème aussi au peuple. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, se fera, ça paraît inéluctable. Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et beaucoup de difficultés pour arriver à faire cela. On a commencé à le faire avec le règlement de la crise de la dette, puisque le fait de pouvoir intervenir pour aider un pays souverain à rembourser ses dettes et derrière de le mettre en quelque sorte sous tutelle en surveillant sa politique budgétaire, etc., ça ressemble très 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 fort à un modèle fédéral. Donc, la crise de la dette nous a fait progresser d'un bond relativement important vers ce fédéralisme politique. Quels sont les avantages recherchés dans l'intégration régionale ? Pourquoi ? L'histoire de ces 30 dernières années, si vous voulez, c'est l'histoire des accords bilatéraux entre les nations. Et donc, si ça se multiplie, ces accords bilatéraux, c'est qu'il y a des gros avantages à le faire. Il y a aussi le fait que l'OMC est en crise, et que les négociations, depuis maintenant 10 ans, 12 ans, n'avancent plus. Donc, les accords commerciaux de pays à pays, bilatéraux, en quelque sorte, prennent la place du vide laissé par l'OMC, totalement paralysé. Alors les avantages, évidemment, ils sont essentiellement économiques, ce qui veut dire que la construction européenne, et oui, il faut le dire et l'avouer, a un but essentiellement économique, même si ce but économique, sans refaire la genèse de la construction européenne, mais ce but économique, il est là aussi pour interdire toute velléité agressive entre pays de la zone. Parce que quand même, la première volonté des fondateurs de l'Europe, c'était de mettre en pratique le plus jamais ça. Plus jamais de massacres à l'échelle européenne. Plus jamais de guerre entre Européens. Et c'était la volonté de transformer des relations potentiellement belliqueuses, tous les 50 ans en gros, par des relations marchandes, beaucoup plus pacifiques. Donc c'est quand même la première volonté des pères fondateurs de l'Europe. Il n'en reste pas moins que la construction européenne
se développant, eh bien, ce sont les avantages économiques que l'on a recherchés. Premier avantage économique, favoriser la concurrence. Si dans un pays, enfin dans un ensemble de pays où les produits circulent sans aucune entrave, c'est comme si vous aviez un grand pays. Et donc, vous avez plus d'acteurs, plus de firmes par secteur, plus de concurrents. Vous avez dopé la concurrence, et cette concurrence, elle va faire des victimes. En même temps, elle va faire des vainqueurs. Et ces vainqueurs, ils seront vainqueurs sur le marché du continent, le marché européen, mais ils seront aussi vainqueurs, en tous les cas beaucoup plus musclés, à l'extérieur de l'Europe, et ça deviendra des concurrents très sérieux pour les entreprises américaines, japonaises et dans le futur chinoises. Il y a cet avantage-là qui est recherché. Bénéficier donc de la concentration des entreprises et des effets de dimension. Les entreprises sont comme les poissons rouges. Elles grossissent en fonction de la taille du bocal. La taille du bocal, c'est le marché. Si je constitue un marché de 350 millions d'habitants, eh bien, j'ai des entreprises qui s'adaptent à cette taille de marché, donc qui grossissent. Et encore une fois, si elles grossissent, elles sont aussi grosses par rapport à leurs concurrents extra-européens. Donc ça renforce leur compétitivité internationale. Précipiter l'adaptation des structures économiques et des entreprises. Et oui, de tout mettre en concurrence, ça fait que là où c'est pas bon, ça doit changer. Ça se voit tout de suite. Quand c'est à l'abri des frontières, l'inefficacité se voit mal. Et puis il y a des intérêts aussi pour conserver l'inefficacité. À partir du moment où toutes les structures économiques sont en concurrence et ce sera la plus efficace qui l'emportera, ça veut dire que les moins bons doivent faire des efforts pour s'adapter. Et donc on espérait, et en partie c'est réalisé, une modernisation des structures économiques européennes. Favoriser les débouchés commerciaux. Évidemment, mettez-vous à la place d'une PME française. Elle a vendu que sur le territoire national jusque dans les années 80, avec la construction européenne. Maintenant, son jardin, c'est plus l'économie française. Son jardin, c'est naturel, c'est l'économie européenne. Avec une seule barrière, il reste une seule barrière, maintenant qu'on a fait la monnaie unique, la barrière, c'est la langue. Mais hormis ça, vendre un produit en Allemagne, quand on est une entreprise du Languedoc-Roussillon, il y a guère plus de difficultés que de vendre un produit en Bretagne. Donc, ça facilite effectivement les échanges. Ça va faciliter aussi les investissements directs à l'étranger. Alors, comprenez bien. Parfois, les entreprises, ça leur suffit d'exporter. Donc, une entreprise allemande qui est performante, elle va profiter des conditions du marché européen et elle va exporter en France, en Italie, etc. Mais il y a des fois, dans certains cas, les exportations ne sont pas le bon mode d'internationalisation. Parfois, il faut s'implanter directement. Évidemment, dans un univers où il y a liberté de circulation des capitaux, comme dans le cadre européen, c'est très facile. Il n'y a aucune restriction à l'investissement direct à l'étranger de nos amis européens. C'est très facile d'aller constituer une filiale à l'étranger. C'est aussi facile que pour un résident national. Donc, ça a multiplié les investissements directs étrangers entre pays de l'Union européenne. Les entreprises allemandes vont venir en France, les entreprises françaises vont venir en Allemagne, etc. Mais en plus, il y a un autre effet, c'est que l'Union européenne, par rapport au reste du monde, c'est une sorte de forteresse. À l'intérieur, tout est libre, et il y a une protection sur l'extérieur. L'intérêt pour les entreprises extra-européennes, c'est de rentrer dans la forteresse. Parce qu'une fois qu'elles sont rentrées dans la forteresse, elles ont les mêmes avantages que les entreprises de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir y échanger leurs produits sans aucune entrave et sans aucun droit de douane. Donc, depuis qu'on a construit l'Union européenne, l'Europe attire beaucoup d'investissements directs à l'étranger extra-européens parce que les entreprises américaines, japonaises, voire chinoises veulent avoir leur part du gâteau européen. Et donc, on a pu, comme ça, développer tout un tissu d'activité grâce aux investissements directs des entreprises étrangères. Donc, c'est un avantage extrêmement important. S'il n'y avait pas l'Union européenne, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup moins d'entreprises américaines
et japonaise en France. C'est sûr. Éviter la marginalisation économique de la nation. Et oui, je vous rappelle quand même une idée qu'on oublie trop souvent. On se demande aujourd'hui, est-ce qu'on quitte l'Europe, est-ce qu'on reste dans l'Europe? J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. J'ai bien peur que nous soyons un pays, pourtant on fait partie des plus grands pays de l'Union européenne, mais malgré notre taille, qui est très modeste au niveau international, eh bien j'ai bien peur que nous soyons petit à petit marginalisés de la scène économique. Donc, notre avenir à nous, puissance européenne, c'est un avenir commun, ou c'est pas d'avenir du tout. Donc là, on n'est plus dans une question de choix, on est dans une question de modèle de survie à terme. C'est la survie des économies occidentales et des économies européennes en particulier, qui se trouvent là. J'attire aussi votre attention sur le fait que quand la France négociait dans le cadre du FMI, dans le cadre de l'OMC, la voix de la France portait assez peu, en dehors des considérations de la qualité de son personnel délégué à ce genre d'activité. Mais la voix de la France, ça compte pas pour grand-chose aujourd'hui dans le monde. Évidemment, quand dans ces négociations, on va arriver à 27, avec un représentant pour 27 membres qui représentent plus de 400 millions d'habitants, évidemment que le poids dans les négociations ne va pas être le même. Et donc c'est quelque part, alors c'est partagé, puisque c'est le poids de l'Europe, et avant c'était le poids de la France. Mais dans le poids de l'Europe, il y a un petit peu du poids de la France, si vous voulez. Donc c'est une manière aussi de retrouver quelque part notre rôle et notre statut de grande puissance économique à travers la création européenne. Et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour tous les pays qui nous accompagnent dans l'Union européenne.